Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la saison 1 Thread Horror Show. C'est parti, générique. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thomas. Donc à l'époque, Thomas il était encore au collège en 3ème. Et en fait c'était sa 2ème, 3ème puisque Thomas il a redoublé pour des raisons personnelles qui ne comptent pas nous dévoiler. Hormis sa primaire, il a effectué près de chez lui en Bourgogne toute sa scolarité. Il a fait sa période de collège et lycée à Angoulême. Et Thomas il avait 14 ans à l'époque. Et vers la fin de l'année, les professeurs avaient organisé une sortie scolaire en Espagne. Si vous avez eu la chance d'avoir des professeurs sympas et d'avoir choisi l'option espagnole en langue vivante, vous avez peut-être aussi fait ce genre de sortie. Et donc Thomas, avec ses potes, l'objectif de la sortie, c'était d'aller de visiter Saint-Sébastien. Il pratiquait le tourisme et bien sûr apprendre de l'espagnol. Mais la rencontre que Thomas a faite, il ne croit pas que les professeurs les avaient prévus au programme. Sans plus attendre, place à l'histoire. Donc l'histoire, ce n'est pas tant le voyage qui a été spécial, mais ils avaient un point de rendez-vous pour prendre le train et se rendre à Bayonne, avant de faire le reste du voyage dans un bus. Comme il y avait du monde dans le train, Thomas et sa classe sont restés donc relativement calmes, à la fausse joie de leur professeur. Mais dès le début du trajet en bus, tout a viré au gros bordel. Donc tout le monde chahute dans tous les sens, avec des chants, etc. Parfois des chants plus 18 ans, enfin bref, de véritables gamins surexcités à cet âge-là. Et Thomas, il n'a pas vraiment participé à ces idioties. Donc le voyage se passe, tout ça. Et ensuite, ils se sont arrêtés dîner dans une espèce de brasserie en bord de route. Et pour économiser l'argent prêté par le lycée, les élèves ont tous passé la première nuit dans le bus. Une nuit très agitée parce que tout le monde ronfle, chacun passe la nuit sur leur portable. Et comme Thomas, il rage parce qu'il n'arrive pas à dormir à cause des autres. Donc le lendemain, petit-déj à la même brasserie et ils reprennent la route. Donc les camarades de Thomas étaient plus calmes que le jour précédent. La sale nuit que tout le monde a passée, ça leur a coupé l'envie de faire des conneries, des bêtises. Et les professeurs, ils ont profité du manque de sommeil et de réaction des élèves et du groupe pour répartir chaque personne en groupe de 4. Et ils savaient que même si les groupes ne convenaient pas aux élèves, les élèves n'auraient pas la force de protester après la nuit d'enfer qu'ils ont vécu. Et personnellement, Thomas, il ne se plaint pas, son groupe il était constitué de camarades avec lesquels il s'entendait bien. Donc parmi eux, sa meilleure amie, retenez bien Anne, parce qu'elle va avoir son rôle pour la suite. Donc le groupe de Thomas, il a été placé sous la tutelle d'une famille espagnole qui, heureusement pour Thomas, parlait un peu français. Son accent espagnol, il est un peu nul quoi. Et les Espagnols, c'est des gens très sympathiques, ils connaissent même des expressions françaises telles que malinx, lynx. Le groupe de Thomas décide de rester qu'une semaine dans une famille très cool. Ils font des activités en Espagne et tout, ils se promènent à la plage, ils font de nombreuses boutiques. Et son amie Anne, elle a toujours été mordue du shopping. Et la mère de Thomas lui avait confié assez d'argent pour qu'il achète la moitié du magasin. La mère de Thomas voulait que Thomas ramène plein de souvenirs à la maison. Elle avait même confié une seconde valise exprès pour ranger les nouveaux achats de Thomas. Et les 5 premiers jours sont passés sans encombre lors de ce voyage-là. Ils ont passé entre réveil, petit déjeuner, activités, plein air, jeux, boutiques, dîner, les grandes vacances quoi. Mais Thomas, lui, il était un peu lassé quand même. Tous les jours, c'était toujours... il trouvait une sorte de routine un peu. Et il cherchait à se changer les idées autrement. Et donc, à un moment donné, le groupe décide de jouer Action ou Vérité, le pire jeu en soi qui existe. Vous savez comment ça finit, ces jeux-là, ça se finit toujours mal. Et au final, c'est le jeu de chat et la souris qui a remporté le plus de voix. Mais il n'était pas question d'une partie ordinaire. Il était question d'utiliser la ville entière comme terrain de jeu. Et Thomas, il est sceptique au départ. Les profs, ils ont cédé plutôt vite à leur demande. Et il avait imposé que 4 règles. Donc les 4 règles, c'était les suivantes. Donc c'était obligation d'arrêter le jeu si quelqu'un se blessait. Deuxième règle, c'est laisser les encadrants faire des tours de garde régulièrement. Troisième règle, rester joignable à tout moment avec les téléphones. Et enfin la 4ème règle, partie terminée ou pas,
c'était de se retrouver devant le pavillon principal avant 23h30 pour ensuite regagner les familles d'hébergement. Quand on fait un cache-cache, des fois c'est interminable et il y a toujours une heure pour rentrer. Donc là c'était fixé à 23h30 l'heure de rentrée. Le groupe, tout le monde était ok là-dessus et donc tout le monde devait activer également sur leur portable la fonction localisation pour que personne ne se perde au cas où. Et donc Thomas il se met en binôme avec Anne pour qu'il soit localisable. Thomas il a un vieux téléphone qui n'a pas de localisation donc il se met en binôme avec Anne. Le chat se déroule, il y a 5 chats et des souris, et donc Anne et Thomas sont des souris. Et la partie elle a débuté à 21h, et les souris ils ont que 15 minutes pour se disperser dans la ville, avec la possibilité de former des groupes ou non, de se cacher dans les arbres, dans les souterrains, parkings, de se fondre dans la foule et même de grimper sur les toits accessibles. Pour ce faire, ils ont pris chacun un sac avec devant des vêtements de rechange. Ils ont sorti des tenues passe-partout, donc des vêtements noirs, etc. Ils ont profité des 15 minutes pour se changer dans les toilettes publiques et trouver un lieu bien rempli où se camoufler. Ils étaient vraiment à fond dans ce cache-cache, donc c'était un cache-cache plus. Donc Anne et Thomas n'échappaient pas à la règle de s'investir à fond et de trouver les meilleures stratégies pour gagner la partie. Anne elle a activé sa localisation Snapchat et elle a reçu un message d'un des encadrants nous disant que la partie venait de débuter et caché parmi les inconnus. Donc Thomas et Anne, ils ont vu passer à plusieurs reprises certains de leurs camarades, aussi bien des chats que des souris. Thomas et Anne c'est mort de rire intérieurement que personne ne les a reconnus, alors que certaines souris étaient passées à 2 mètres de... Mais à te reprendre la confiance, Thomas et Anne ils font une petite dinguerie. Ils sont approchés le plus possible d'un des chats, postés au milieu de la foule pour voir si une souris passait, et une fois à 1 mètre de lui, ils lui ont crié en chœur « Alors, tu trouves ton bonheur ?» Et le plus drôle, c'est qu'il lui a bien fallu 5 secondes pour les reconnaître et se lancer à leur trousse, après leur avoir lâché 2-3 jurons. Dans la cohue, Thomas il perd la trace de Anne et du chat, mais après quelques minutes, à scruter attentivement la foule, Thomas il retrouve finalement Anne, le chat qui avait perdu Thomas et Anne de vue. Et donc Thomas il décide de tracer un étroit chemin à travers les personnes hallucinées sur la place pour rejoindre Anne. Anne ne l'avait pas vu et Anne avait continué son chemin. Et Thomas il la voit se diriger vers une ruelle pour quitter la grande place de la ville. Et après un combat sans merci, Thomas il arrive à passer à travers la foule et il a voulu rejoindre son ami. Mais après quelques mètres arrivés derrière elle, il est resté en retrait en voyant qu'elle n'avançait plus. Et devant eux il y avait 4 personnes, 3 types assez jeunes à la racaille. Donc ils avaient style un bonnet, casquette, Marcel, lunettes de soleil, piercing, etc. Donc tous les clichés étaient présents. Et dès le départ, Thomas il ne sentait pas ces mecs-là. Et Thomas il aurait dû faire plus attention à la 4ème personne qui l'accompagnait. S'il était plus vigilant, les choses n'auraient peut-être pas pris la tournure qu'il va nous expliquer dès maintenant. Et donc la 4ème personne c'était une jeune femme, à peine 20 ans. Elle avait un teint pâle, montrait clairement que contrairement aux 3 autres, elle n'était pas juste espagnole. Elle avait aucun piercing, juste une boucle d'oreille en forme de croix chrétienne renversée, cheveux courts, teint en gris. Et malgré que c'était le soir, la chaleur elle restait très étouffante à Saint-Sébastien. Et donc Thomas, il est capable de la décrire en détail, contrairement aux autres personnes. Déjà parce que le look de la femme, elle jurait un peu avec celui des 3 hommes. Et ce qu'elle a fait ensuite, ça a traumatisé Thomas. Thomas n'est pas prêt d'oublier d'aussitôt cette histoire. Donc Anne, en voyant qu'il était pas loin, elle est revenue vers Thomas pour lui proposer de prendre un autre itinéraire. Anne n'était clairement pas à l'aise en présence de ces gens, Thomas non plus. Mais en revenant près de lui, Anne tournait le dos aux inconnus. Et c'est la pire erreur qu'elle pouvait faire. Donc la fille avec le pull, elle a profité qu'Anne ait le dos tourné pour sortir un couteau de sa manche, courir vers Thomas et Anne et poignarder lâchement son ami au ventre. Du coup Thomas il est en état de traumatisme, il était choqué de la scène qu'il vient de voir. Et la femme elle attaquait Anne d'un air indifférent. Elle n'avait ni sourire au coin des lèvres, ni haine dans le regard, ou quoi que ce soit d'autre qui pu justifier son acte. Et on aurait dit qu'elle avait perdu son âme, pire encore, que ce n'était pas la première fois qu'elle plantait quelqu'un. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait. Elle n'a même pas hurlé de douleur. Et Thomas il a énormément peur qu'elle soit morte sur le coup. Mais Thomas il pense que maintenant avec le recul, que c'était à cause de la peur, qu'elle était incapable d'avoir la moindre réaction. Et Thomas il n'a pas attendu qu'elle tente de poignarder à nouveau son amie, Anne. Thomas il a tout de suite tourné les talons. Et il s'est mis à courir en tenant Anne par la main. Et il voulait rejoindre au plus vite la grande place de tout à l'heure. Et Thomas il s'est dit qu'au milieu de la foule, les agresseurs n'oseraient pas les suivre. Et dans la panique, Thomas s'est dirigé avec Anne dans une autre petite ruelle mal éclairée, toujours suivi par la fille au pull
et les 3 autres mecs. Et le bon point, c'est qu'après leur passage en force, le camion il s'est avancé de façon à gêner grandement nos suiveurs. Grâce à cela, Thomas et Anne ont pu gagner 20 à 30 précieuses secondes d'avance. Mais Anne n'était clairement pas en état de faire encore un effort. Elle saignait étonnamment peu, vu sa blessure. Thomas il a traîné Anne à peu de force dans plusieurs ruelles jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une sorte de propriété dont l'extérieur n'était pas clôturé. Donc Thomas il sait pas du tout où ils étaient. Mais l'urgence c'était de mettre Anne à l'abri de nos poursuivants. Thomas il a déformé avec une grosse pierre la vieille porte en bois d'un cabanon à outils de jardin. Il a caché Anne qui commençait à faire une crise de panique. Et Thomas il a mis par-dessus une espèce de toile en jute pour la cacher. Et aussi parce que couvrir les personnes en état de choc, apparemment ça les apaise. Allez savoir pourquoi. Thomas il a fait une grosse dinguerie encore une fois. Peut-être que son cerveau il a changé de mindset. Et au lieu de rester planqué avec elle et la rassurer, il a chopé le premier outil qui lui est venu en main. Et du coup c'était une hache en bois. Et il remercie Dieu que c'était une hache en bois et pas une hache d'un autre matériau. Il est sorti du cabanon. Il s'est éloigné de la propriété pour aller vers celle d'en face. Il a escaladé un petit muret pour arriver sur un toit en tôle. Et il s'est caché la hache en main. Et les plus sceptiques d'entre vous, selon Thomas, qui liront cette histoire, trouveront peut-être ça cool ou viril la situation qu'il a fait, mais avec le recul, ils trouvent ça absolument stupide et immature d'avoir pris la hache. Donc ne faites jamais ce que Thomas a fait dans ces situations-là. Et les agresseurs ils sont arrivés près de la planque et on sait pas comment ils ont fait pour trouver la planque. Ils sont approchés de la planque et ni une ni deux Thomas saute au-dessus de la fille au pull. Il a à moitié assommé en lui mettant un énorme coup avec le manche et de la hache. Et par je ne sais quel miracle, la fille au pull s'est relevée. Et deux de ses camarades masculins, ils étaient effrayés par la hache. Ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et le troisième il est resté mais en retrait, clairement pas serein. Et la fille au pull par contre, elle fait toujours cet air indifférent. Alors même qu'elle a été blessée, et en se tuant avec son couteau plein de sang de Anne, elle s'est mise à courir vers Thomas, mais avec bien moins de rapidité qu'avant, un peu comme si elle venait de se prendre 60 kilos plus une hache dans la gueule. Thomas il a vu son coup venir, il n'a pas hésité à lui entailler l'avant-bras avec un coup de hache. L'outil était vieux et émoussé, donc heureusement il lui a pas coupé le bras, mais il lui a laissé un petit souvenir qu'elle doit encore avoir aujourd'hui, donc une cicatrice. Et là, la femme, bizarrement, elle a pas hurlé de douleur. Elle a juste lâché un petit cri, comme quand vous entaillez le doigt en faisant la cuisine. Elle a lâché son couteau et s'est reculée. Et le type restant, il a fait mine d'avancer pour venir aider la fille au pull. Mais Thomas lui a littéralement jeté la hache dessus. La lame, dans son élan, lui a entaillé le mollet. Et lui, par contre, il a vraiment hurlé de douleur. Il y a eu un blanc d'au moins 10 bonnes secondes, il pense Thomas. Et le gars, il a crié un truc à la fille dans une langue que Thomas connaissait pas. Puis le mec il s'enfuit comme il pouvait avec son mollet lacéré. Donc la fille au pull elle a ramassé son couteau, elle a jeté un regard noir à Thomas et elle s'est aussi enfuie en titubant encore un peu. Et Thomas il avait tout donné dans ce combat. Après s'être vite assuré que ses malades étaient bien partis, il a ramassé la hache, il est retourné dans la cabane à outils. Anne y était toujours emmitouflée dans sa toile de jute et elle sanglotait. Mais la crise de panique semblait prendre fin. De plus, sa blessure n'avait plus l'air de saigner. Donc Thomas il précise qu'il n'est pas médecin, mais ça avait l'air d'être en bonne voie de guérison, d'après ce qu'il a observé. Thomas il prend le téléphone de son ami, heureusement qu'il connaissait son code d'ailleurs, et il l'a appelé à l'aide d'un des encadrants qui surveillait la partie en lui fournissant des explications bancales. Il les a localisées grâce à Snap et il a promis de venir au plus vite possible. Puis Thomas il a appelé la police, le 091 en Espagne, en leur fournissant les mêmes explications claquées au sol qu'à l'encadrant. Il croit même que c'était pire car il n'avait pas l'air du tout de bien comprendre, puisqu'il parlait pas la même langue aussi, et je vous rappelle que Thomas ne parlait pas très bien espagnol. Et Thomas il a attendu que leur vienne en aide les encadrants. Et Thomas il surveillait quand même au cas où si la fille au pull ne revenait pas à ce moment-là. La police est arrivée accompagnée, Dieu merci, d'un interprète. Ils ont pris en charge son ami et deux des encadrants sont arrivés dans la foulée. Et on leur a demandé une description physique des agresseurs. Anne n'était pas vraiment en état de parler, donc Thomas il a fait de son mieux. Les officiers de police, ils ont passé un savon aussi à Thomas et Anne ainsi qu'aux encadrants. Il n'y a que Anne qui a été dispensée vu son état. Donc la conclusion de cette histoire, c'est au bout du compte, les vacances ont été écourtées suite aux événements de la veille. Le groupe de Thomas sont partis de Saint-Sébastien aux alentours de 6h30 du matin, sous prétexte qu'il était hors de question de laisser à ces malades l'opportunité de blesser à nouveau un élève.
Anne a été tirée d'affaire selon les médecins, néanmoins pas pu rentrer en bus avec le groupe scolaire, sous risque d'aggraver ses blessures. Elle est restée une semaine de plus à l'hôpital avant de revenir en France. Sa famille l'a rejointe entre-temps. Leur voyage a été tout frais payé par le collège, une manière pour le directeur de se faire pardonner cet incident. La famille de Anne n'a d'ailleurs pas porté plainte, comprenant le contexte de la situation qui est un peu spéciale. Aujourd'hui encore, Thomas il ignore qui étaient ces fous furieux. Il a carrément aujourd'hui oublié leur visage, sauf celui de la fille au pull, qui était expressive, qui avait un look particulier, et il n'est pas prêt de l'oublier malgré lui, et que ça va le traumatiser à vie. Il n'a pas eu de problème avec la police locale ni la police française, car son comportement envers les agresseurs était considéré comme totalement légitime, et de toute manière personne ne les a jamais retrouvés. Anne ne les connaissait pas, et Thomas non plus. Et aucun de ses camarades ne semblait les connaître non plus, puisque par la suite il y avait eu des portraits robots dressés par Anne et Thomas. Cette histoire elle restera un mystère. Ces mecs avaient ciblé des gens au hasard dans la foule, où en est-il après Thomas et Anne en particulier? Et Thomas, au fond de lui-même, il préfère ne pas savoir quelle est la réponse à ces questions qui se posent. Et avec le temps, Anne et sa famille, ils ont déménagé vers Lyon, il lui semble. Elle a gardé aucune séquelle physique, mais Thomas est sûr qu'elle se souvient, comme lui, de ce voyage en enfer. Et ils sont restés en contact, Thomas et Anne, quelques années, mais ils ont finalement décidé d'un accord commun de couper les ponts. Et le fait de se parler à distance, ça devenait compliqué avec les cours, les amis, la vie de famille. Thomas, il finit par ce post Reddit par des salutations. Big up à toi Anne, si tu passes par là. J'espère de tout cœur que tu t'en es remise et que tu vas vers de l'avant. Bonjour également à tous les encadrants de cette sortie en enfer et à tous mes camarades de l'époque. C'était une partie de chat géniale. Et pour terminer, bonjour aux tarés qui nous ont agressés. Si vous reprenez l'envie de terminer ce que vous avez commencé il y a des années, alors venez. Je suis prêt, je suis armé. Je ferai que vous ne puissiez plus jamais faire du mal à quelqu'un. Donc je vais vous raconter l'histoire d'Amy. Amy, elle tenait à partager cette expérience assez perturbante et alertante de son vécu il y a de ça 2 ans. À ce moment-là, Amy avait 17 ans. Elle était inscrite à la salle de sport depuis une bonne année. Et comme un peu la plupart des adolescentes, elle était assez complexée de son poids. Ce qui fait qu'elle allait dans la salle de sport tous les jours si elle le pouvait. Et évidemment, le régime alimentaire suivait. Grâce à son assiduité, Amy a fini par perdre 10 kilos en 7 mois. Et Amy s'entendait bien avec tous les habitués qui venaient à ses horaires après les cours. Et un jour, une nouvelle tête, Ramir, d'une 30aine d'années, est apparue pendant ces séances. Et étrangement, il venait souvent parler à Amy. Il la complimentait. Il lui demandait des conseils pour les exercices à faire. Émilie étant une fille en plein programme pour affiner son corps, elle doit avouer qu'elle a vite envoyé ce fameux Ramir voir d'autres habitués de la salle. À chaque fois, il persistait à venir voir Amy. Et même lorsque Amy l'évitait, jusque-là, rien d'alarmant. À part que le mec il est lourd, quoi. Il vient la voir, c'est un peu embêtant, quoi. Et donc un jour, elle est rentrée particulièrement tard. Et elle s'était attardée parce qu'elle avait passé pas mal de temps sur son portable à discuter avec des amis. Et résultat, c'est la dernière à sortir de la salle de sport. Il n'y avait pas de bus à 22h. Et Émilie devait rentrer à pied à environ 35 minutes de marche de chez elle. Donc ses parents, ils avaient l'habitude qu'Émilie rentre tard. Et Émilie, elle passe devant un arrêt de bus et remarque un homme de l'autre côté du trottoir. Mais à ce moment-là, Émilie n'y fait pas plus attention que ça. Toujours occupée sur son portable, elle parlait à ses amis, elle écoutait des messages vocaux, etc. Elle marchait vraiment lentement. Et elle s'est même arrêtée à plusieurs reprises pendant plusieurs longues minutes pour envoyer des messages vocaux, des plaisanteries à ses copines. Et sauf qu'au bout de 10 minutes, elle réalise que l'homme était toujours de l'autre côté du trottoir sans bouger, à l'observer. Et elle essaie quand même de se rassurer en pensant que c'était une coïncidence. Elle continue son chemin, mais elle prévient en SMS son frère qu'elle a peur et qu'elle a l'impression d'être suivie. Et elle prévient également ses amis au téléphone. Et du coup, elle décide de tester le mec si vraiment il l'a su ou pas. Donc elle fait quelques tests, elle fait quelques arrêts à des endroits improbables. Parfois, elle accélère le rythme de sa marche pour vérifier sa théorie, tout en jetant de très discrets regards dans sa direction. Et le mec il était toujours là à la suivre. Donc ce qui faisait le plus peur à Émilie, c'était qu'elle ne voyait pas très bien de l'autre côté de la rue. Donc les lampadaires étaient seulement de son côté. Et il y a des voitures qui passaient en même temps. Émilie perdait parfois de vue le mec en question. Et l'homme était habillé en noir, les mains dans les poches.
Et du coup là, Amy elle commence à paniquer. Il restait encore une quinzaine de minutes avant qu'elle arrive chez elle. Et il y avait un restaurant sur son chemin à environ 3 minutes de marche. Paniquée, Emily elle commence à marcher rapidement tout en continuant à faire semblant d'envoyer des messages vocaux à ses amis. Elle essaie de paraître normale. Elle ne voulait pas non plus courir pour pas que le mec ait une réaction bizarre ou quoi. En message vocaux, Emily elle disait « Ah, il se fait tard, faut que je me dépêche, mes parents ils vont gronder. » Il y avait de grandes chances à ce moment-là que le mec l'ait écouté tout ce temps pendant que Emily faisait ses faux vocaux. Et les minutes qui passent semblent durer une éternité. Mais Emily elle arrive finalement au resto. Et du coup elle rentre à l'intérieur du restaurant, elle explique la situation aux employés. Ils acceptent de la garder quelques instants. Et Emily à ce moment-là elle observe à travers la vitre. Et l'homme il se tient toujours sur le trottoir observant le restaurant. Et il a resté 10 bonnes minutes avant de partir. Et les jours et semaines qui suivent, Emily elle s'assure de ne plus manquer les derniers bus. Et décide même de changer ses itinéraires et ses horaires pour rentrer. Et du coup, elle préfère maintenant venir plus tôt à la salle de sport et partir plus tôt. Et elle a découvert, Emily, au bout de quelques mois, que le mec, c'était un proche du mec chelou de la salle qu'elle avait croisé. Parce qu'à un moment donné, ce mec-là était venu chercher Ramir, le mec de 30 ans là qui était lourd avec elle. Super creepy et perturbant, ce sont ses propres termes. Du coup, elle est rassurée que tout se passe bien et qu'elle n'est plus suivie. Et maintenant, elle fait vraiment attention à ses horaires. Quand elle va à la salle, elle essaie de rentrer le plus tôt possible. Parfois accompagnée aussi des adhérents de la salle en qui elle a vraiment confiance. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Destiny. Donc elle en parle sur un thread Reddit. Il y a quelque chose qui lui a marqué profondément dans sa vie. Avant ça, elle veut préciser qu'elle est là pour partager son histoire et pas pour se plaindre ou autre. Et elle va parler de dépression et de tout ce qui touche à ce genre de soucis. Donc si vous êtes sensible à ce genre de cas, merci de quitter la vidéo et de voir un autre épisode. Elle se demande déjà comme question, croyez-vous aux fantômes, à la lumière et le tunnel? Oui, non. Cela se passe quand Destiny avait 19 ans et aujourd'hui elle a 32 ans. Donc il faut savoir qu'elle a vécu le harcèlement scolaire de la classe de CM2 jusqu'à la fin du lycée. Elle a également été agressée dans un parc à 16 ans. Et elle a eu des relations toxiques entre 17 ans et 19 ans, dont une personne qui la frappait. À 19 ans, elle était en totale dépression, nerveuse, elle se sentait pas très bien. Et à un moment, il y a eu un problème, qui est l'histoire qu'elle a racontée. Donc à l'époque, elle s'entendait pas du tout avec sa petite sœur, elle avait 16-17 ans, et elle voulait la protéger un petit peu trop. Elle est surprotectrice avec sa sœur. Un jour, à cause d'une dispute, elle a craqué Destiny, donc elle se sentait vraiment pas bien. Destiny, elle a pris des médicaments. Elle explique que sa mère n'a pas réussi à la joindre et que c'est sa sœur qui l'a trouvée et qui a prévenu les secours. Donc Destiny, elle se souvient plus de rien et un pompier l'a fait évacuer, entre guillemets, les médicaments. Mais Destiny s'était endormie à ce moment-là. Destiny s'est réveillée 2 jours après dans un hôpital psychiatrique pour dépression nerveuse. Et d'après une infirmière, Destiny, elle a fait une sorte de petit coma. Donc durant ce laps de temps qu'elle a passé à l'hôpital, Destiny a vécu une chose très bizarre et incroyable. Elle se trouvait dans un espace brumeux, lumineux mais sombre à la fois. Il y avait des gens plus loin qui marchaient tous dans la même direction, vers un grand tunnel. Destiny avait remarqué aussi un truc, c'est une sorte de chose lumineuse qui flotte, une pour chaque personne. Et elle se demande si c'était pas un ange gardien ou quelque chose comme ça. Destiny, elle sait pas encore ce que c'était vraiment. Elle a fait comme les autres. Elle s'est mise à marcher vers le tunnel. Elle est rentrée dedans et elle a vu une lumière plus loin. Elle s'était dit qu'elle était dans le cliché du fameux tunnel avec la lumière. Et donc Destiny, elle s'est rapprochée quand même de cette lumière. Et elle a remarqué qu'elle ne voyait plus les autres personnes. Et une fois qu'elle a atteint la lumière, elle a vu les autres personnes qu'elle connaissait et qui n'étaient plus de ce monde. Donc elle a vu par exemple son grand-père maternel, son arrière-grand-père, son ancien chat et quelques personnes qu'elle ne connaissait pas également. Et Destiny, elle savait pas où aller dans cette situation-là, mais elle voulait prendre son grand-père dans ses bras. Mais son grand-père l'a arrêté de suite en disant qu'elle ne devait pas venir. Il lui a dit que c'était trop tôt en fait pour les rejoindre et que Destiny n'avait pas fait ce qu'elle devait faire. Que ce n'était pas le bon moment pour elle de les rejoindre. Son grand-père, il est mort quand Destiny avait 8 ans. Il lui manque énormément. Mais son grand-père lui a posé une main sur son épaule et il a poussé très fort. Et à ce moment-là, Destiny a fermé les yeux. Et quand Destiny a réouvert les yeux,
Elle se trouvait dans un lit d'hôpital. Et du coup, Destiny, elle comprend pas, elle était dans un état choc un peu. Et l'infirmière lui a dit oui, vous avez fait un petit coma. Alors depuis ce jour-là, Destiny elle voit des choses étranges, elle voit comme une sorte d'aura chez les personnes au-dessus d'eux, donc une lumière discrète. Mais que pendant un petit laps de temps, depuis 3 ans maintenant, elle ne voit plus ces choses. Elle trouve que son histoire est bizarre, elle se demande si c'était un rêve ou une hallucination. Et parfois elle a l'impression de ne plus être elle. Destiny elle a l'impression de ne plus être dans son corps, ou dans le bon corps. Ou à la mauvaise époque. Et elle se demande si c'est pas lié aux médicaments qu'elle a pris. Elle veut nous rassurer en nous disant que maintenant tout va bien pour Destiny, elle suit des séances de psy, et maintenant elle va mieux. Mais bon, ça lui a pas empêché de développer à Destiny une grave anxiété sociale avec les gens, avec une tendance paranoïaque, et elle a peur de se faire attaquer à chaque coin de rue. Et à cause de cet acte, elle n'a pas eu le temps de reprendre ses cours correctement. Et 4 mois après, elle a loupé son BEP, qu'elle a raté une deuxième fois. Donc au bout d'un moment, elle a décidé de tout arrêter ses études parce qu'elle en avait un peu marre de toute cette situation. Donc voilà l'histoire de Destiny qui nous raconte ça sur Reddit. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de son histoire. Et si vous avez des réponses à ces questions, vous pouvez les partager en commentaire. Je vous mettrai le lien du Reddit en description. Et puis voilà, donc vous pourrez aider Destiny. Voilà, c'est la fin de ce thread Horror Show. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à rejoindre mon Instagram VanPassot ainsi que mon TikTok où je mets du contenu assez régulièrement. Merci et à la prochaine. Salut!